Donc, sans plus tarder, je vais introduire donc Xavier, qui est membre de Québec solidaire, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM et membre du syndicat des professeurs et professeurs de l'UQAM. Il a obtenu un doctorat en sciences politiques à l'Université de York de Toronto en 2013 et a publié The Making of Capitalism in France en 2019 chez Brill. Il a coédité l'ouvrage collectif Case Studies in the Origin of Capitalism, publié à Routledge en 2019 aussi. Il a aussi été un militant actif au sein de l'Association pour une solidarité syndicale et étudiante de 2001 à 2005. Donc voilà, Xavier, sans plus attendre, je te propose de commencer la présentation. Oui, merci beaucoup, Samuel. Bonjour tout le monde. Merci d'être là ce beau dimanche matin de confinement. Je veux commencer par remercier les personnes de QS qui ont organisé non seulement l'atelier d'aujourd'hui, mais toute la série d'ateliers dans le cadre de l'école buissonnière. Je pense que c'est vraiment, vraiment une super initiative. Ça nous permet de nous connecter, d'échanger, d'apprendre ensemble. Je pense que c'était tout à fait nécessaire dans QS, puis j'espère que l'initiative va être pérenne, que ça va se continuer parce que je pense que c'est le genre de truc dont on a vraiment besoin dans un parti de gauche. Donc, c'est super bienvenu. Puis, je remercie tout le monde. Marc-Olivier Cyr en particulier, là, avec qui j'ai échangé pour préparer tout ça. Vraiment, super initiative. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, le but de ma présentation, c'est de nous aider à comprendre la crise économique actuelle. On sait qu'il y a une pandémie en cours. La pandémie, évidemment, elle est mondiale, comme vous le savez. La crise économique, elle est aussi mondiale. Donc, j'ai dans ma présentation une partie théorique, mais aussi une partie, ensuite de ça, qui va être historique et empirique. Je vous montre le plan de match pour la présentation. Donc, il y a une partie, donc, on va parler de l'émergence de la crise qui a précédé la pandémie, en fait. Ensuite de ça, les parties théoriques, ça va être qu'est-ce que c'est que le capitalisme, très brièvement. 3 approches des crises économiques. Ensuite de ça, la partie plus empirique et historique sur le boom d'après-guerre au boom néolibéral, boom économique. Et ensuite de ça, 5e point de la grande récession de 2008-2009, il y a une dizaine d'années, à la crise actuelle. Puis rapidement conclure, peut-être pour amorcer la discussion sur des conclusions stratégiques qu'on peut tirer de tout ça. Donc, vous comprendrez avec le plan de match que je vous présente que je pense que c'est très important pour comprendre ce qui se passe en ce moment au plan économique, de replacer ça dans la période néolibérale qui a commencé à la fin des années 70, au tournant des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, voilà. Je commence donc avec le premier point, la crise économique qui avait débuté avant la pandémie. Donc, il faut insister sur ça, sur le fait que la pandémie de la COVID qu'on vit actuellement, ça a en fait été un élément déclencheur et amplificateur d'une crise économique dont les causes profondes, en fait, ont précédé la pandémie. En fait, bien avant la pandémie, il y a eu le début d'une crise financière qui s'est pointée de nez dès l'automne, dès septembre 2019, dès septembre de l'année dernière, alors que plusieurs entreprises, grandes entreprises, qui ont commencé à faire face aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde occidental, à une crise de pénurie de liquidité. Autrement dit, ils n'avaient plus assez d'argent en cash nécessaire pour faire face à leurs obligations sur leurs dettes, le paiement de leurs intérêts, etc. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que très, très rapidement, en septembre 2019, la Fed, quand je parle de la Fed tout au long de la présentation, c'est la Federal Reserve, la Banque centrale américaine des États-Unis. Donc, la Fed a injecté à ce moment des centaines de milliards de dollars dans l'économie pour éviter un effondrement boursier. Et elle a été imitée par la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre, les banques centrales japonaises, chinoises, etc. En parallèle de tout ça, au cours de l'année 2019, la production industrielle a commencé à reculer, en fait, en Allemagne, au Japon, en France, en Italie, dans différents secteurs importants, dont l'automobile notamment. En Chine, au cours de l'année 2019, les profits industriels ont chuté de 10 %.
Et les investissements productifs ont chuté pendant plusieurs mois aussi au cours de l'année 2019 aux États-Unis. Et bref, je vous dis tout ça parce que ce que ça nous montre, c'est qu'il y avait des signes clairs qu'une récession s'en venait avant même le déclenchement, plusieurs mois avant le déclenchement de la pandémie qui a fait évidemment s'écrouler, hein, on va y revenir, l'activité économique, ça a amplifié le phénomène, mais la crise était déjà amorcée, ou en tout cas, il y avait plusieurs signes avant-coureurs. Et ces problèmes économiques-là qui ont précédé la pandémie, je pense que pour les comprendre, il faut les relier à la logique du fonctionnement, la logique de fonctionnement du système économique capitaliste. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme? Juste jeter certaines bases là, très, très rapidement ici. On ne pourra pas aller dans le détail. Mais donc, sous le capitalisme, il faut comprendre d'abord que l'activité économique, évidemment, n'est pas planifiée. C'est-à-dire que l'économie s'organise par l'entremise du marché, par l'entremise d'échanges de marchandises sur le marché. Sous le capitalisme, les travailleurs et les travailleuses sont dépendants et dépendantes du marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles et ils doivent vendre leur force de travail à une entreprise, à un employeur capitaliste, en échange d'un salaire. Donc, ils doivent entrer sur le marché du travail pour vendre leur force de travail, obtenir un salaire, ce qui leur permet ensuite de ça de retourner sur le marché pour se procurer le nécessaire pour vivre, manger, se loger, se vêtir, etc. Mais les employeurs aussi, les capitalistes aussi, dans une économie capitaliste, sont dépendants du marché. Sont dépendants du marché, ce que ça veut dire, donc, c'est qu'elles et ils accèdent au marché pour se procurer le nécessaire à la production. Donc, ils vont engager des employés, acheter des matières premières à transformer, acheter des ordinateurs, des outils, de l'appareillage, des usines, des camions, etc., pour produire. Et ensuite de ça, ils retournent sur le marché pour écouler leurs marchandises, les biens et les services qu'ils auront produits. Et donc, étant donné cette dépendance au marché, les entreprises capitalistes font face à des impératifs compétitifs ou concurrentiels. C'est-à-dire que pour survivre, les entreprises sont en concurrence pour vendre leurs marchandises au meilleur prix possible à un niveau de qualité donné. Autrement dit, les impératifs compétitifs, les impératifs concurrentiels du marché obligent les capitalistes à maximiser leur productivité pour maximiser leurs profits, pour ensuite réinvestir une partie de leurs profits pour développer encore plus leur productivité, et ainsi de suite, et sans arrêt. Et donc, ce n'est pas un choix individuel que font les capitalistes ici, c'est la concurrence du marché, encore une fois, qui les oblige à agir ainsi, sans quoi ils et elles vont, à terme, faire faillite. Et donc, contrairement à ce qu'affirment les courants dominants en économie, donc, la production capitaliste ne se fait jamais simplement pour répondre aux besoins des gens. Dans une économie capitaliste, la production et les investissements des entreprises, ça se fait toujours et uniquement dans la mesure où ça rapporte un profit. Et pour augmenter la profitabilité, donc, les entreprises doivent maximiser l'exploitation des travailleurs et des travailleuses qu'ils embauchent, c'est-à-dire limiter les salaires et maximiser la productivité du travail qu'ils embauchent. Et pour maximiser cette productivité du travail, les entreprises investissent systématiquement dans de nouvelles technologies, dans des moyens de production, dans de la machinerie, de l'appareillage, etc., pour maximiser donc la productivité du travail et espérer ainsi aller chercher de nouvelles parts de marché. Et donc, le capitalisme, tout ça fait en sorte que le capitalisme, c'est un système économique qui est très dynamique au sens où c'est un système qui développe systématiquement les forces productives à grande vitesse, mais cet impératif de croissance auquel sont soumis les entreprises implique aussi une très forte instabilité qui débouche sur des crises récurrentes, des crises économiques récurrentes. Et donc, ceci m'amène à mon troisième point,
les crises économiques, trois approches, c'est-à-dire trois approches théoriques des crises économiques. Il y a différentes façons, évidemment, de conceptualiser, de comprendre les causes et le déroulement des crises économiques, hein, ce qui amène dans une économie capitaliste des crises récurrentes. Donc, je vais le dire, les crises économiques sont récurrentes sous le capitalisme, mais donc pourquoi? Je vous présente trois approches. Donc, la première, c'est le courant orthodoxe ou dominant en économie. Évidemment, pour chacune des approches que je vous présente, il y a des sous-courants, puis il y a des nuances. J'y vais de façon schématique. Je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Je pourrais revenir s'il y a des questions, des échanges là-dessus. Mais là, je jette juste des bases et j'y vais de façon assez schématique. Donc, premier courant, le courant dominant ou l'économie orthodoxe. Donc, selon ce courant dominant-là, selon l'économie orthodoxe, les crises, en fait, ne devraient en principe pas vraiment se produire puisque le marché devrait permettre d'atteindre un usage optimal des ressources économiques sans déséquilibre. Donc ici, il peut y avoir dans cette perspective-là, à la limite, des cycles économiques, mais pas vraiment de crise profonde, violente et prolongée. Et donc, si l'économie, de ce point de vue-là, entre en récession, ça va toujours être dû à des facteurs externes qui viennent dérégler le fonctionnement normal du marché. Et ces causes externes au système économique peuvent être de nature naturelle, hein, une mauvaise récolte, par exemple, des inondations, une pandémie, etc. Ou encore être relié à la nature humaine, c'est-à-dire des cycles d'optimisme et de désespoir qui font en sorte que l'économie s'accélère ou se ralentit, des guerres, des révolutions, de la corruption politique, etc. Mais l'idée, c'est que toujours que ça soit naturel ou que ça soit une cause humaine, c'est toujours quelque chose qui est extérieur à la logique du fonctionnement du système et qui vient dérégler le marché. Donc, on blâme toujours des facteurs externes. Il n'y a pas un élément qui est lié à la logique même du capitalisme qui le mènerait à des crises récurrentes. Deuxième approche, c'est l'approche keynésienne. Donc, selon Keynes, les crises sont causées par une trop faible demande globale. Hein, la demande des consommateurs globale est trop faible. Ce niveau de demande globale, il dépend ensuite des investissements des capitalistes, les investissements que les entreprises, les investisseurs capitalistes sont prêts à réaliser. Hein, puisque le niveau d'investissement détermine aussi le niveau de la production et le niveau des salaires, et donc, en définitive, l'ampleur de la demande globale. Or, dans la perspective keynésienne, cette propension des investisseurs capitalistes à investir ou à ne pas investir dépend de leurs attentes et de ce que Keynes appelait leur esprit animal qui les mène à agir, à investir et à prendre des risques. Le problème, donc, ici, dans cette perspective, il est d'ordre subjectif. C'est-à-dire que c'est lié à des traits psychologiques, finalement, des investisseurs capitalistes. Et trop souvent, donc, les capitalistes vont démontrer ce que Keynes appelait une préférence à la liquidité, c'est-à-dire qu'ils vont préférer conserver leur épargne ou encore spéculer via des investissements financiers plutôt que d'aller investir, plutôt que d'y aller d'investissements productifs qui propulseraient la croissance économique. Et donc, ici, on peut par contre éviter les crises si l'État intervient et stimule la demande globale, prend le relais finalement d'investisseurs qui sont trop frileux et stimule la demande globale par l'entremise de ces politiques fiscales et monétaires. La troisième approche, c'est l'approche marxiste des crises. On a vu comment la concurrence sur le marché oblige les entreprises à maximiser leurs profits et donc à accumuler très rapidement divers moyens de production. Hein. Des usines, des machines, des bureaux, des ordinateurs, des magasins, des entrepôts, des camions, etc. Cette accumulation-là, elle permet un boom économique, elle permet une croissance. Mais paradoxalement, éventuellement, ça va venir aussi miner la profitabilité des entreprises et ça va déboucher sur une crise. Pourquoi cette accumulation de moyens de production, de machines, d'outillage, etc., vient éventuellement miner la profitabilité des entreprises?
Ben, d'abord parce que dans la perspective marxiste, ce sont les travailleurs et les travailleuses, ce que Marx appelait le capital variable, qui créent la nouvelle valeur et donc qui est la source des profits des entreprises. Les machines, les outils, les ordinateurs et tout ça, ce que Marx appelle le capital constant, ça fait juste transférer de la valeur qui est déjà contenue dans ces éléments-là, mais ça ne crée pas de nouvelles valeurs. Et donc, au fur et à mesure que l'économie se développe et que les capitalistes accumulent les moyens de production, ce que ça fait, ça, c'est qu'ils viennent, les capitalistes, employer proportionnellement moins de capital variable, hein, travailleurs et travailleuses, et davantage de capital constant, d'outils, de machines, etc. Et ça tend donc à réduire la profitabilité des entreprises. Marx explique qu'il y a toute une série de contre-tendances qui viennent amenuiser les effets de ce phénomène-là. Mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Je pourrais revenir dans la période de questions si ça vous intéresse. Un deuxième facteur qui vient miner la profitabilité, qui est relié au premier, c'est que le boom économique, l'accumulation donc de capital productif, débouche éventuellement sur une situation de suraccumulation, de surproduction, de surcapacité à produire. C'est-à-dire ici que les capitalistes ont accumulé trop de capital. Encore une fois, trop d'usines, trop de bureaux, trop d'outillage, etc., par rapport à ce qui peut être utilisé de façon profitable. Et donc, la suraccumulation du capital, la surcapacité de production avec laquelle on se retrouve, fait en sorte que les prix et donc les profits vont baisser. Les prix des marchandises vont baisser et les profits vont baisser. Et ça fait en sorte aussi que les possibilités de nouveaux investissements profitables qui continueraient la croissance se font de plus en plus rares parce que les marchés donc sont saturés dans les différents secteurs de l'économie. Ça peut nous sembler irrationnel du point de vue du système dans son ensemble. Et ça l'est, en fait. Mais c'est tout à fait rationnel au point de vue micro, si vous voulez, du point de vue de l'entreprise individuelle, parce que comme on l'a vu, l'entreprise, chaque entrepreneur capitaliste est individuellement forcé d'accumuler sans cesse par la concurrence, par les impératifs compétitifs du marché. En plus de tout ça, il faut aussi dire que durant le boom d'accumulation, pendant la phase ascendante du cycle économique, les entreprises investissent dans des nouvelles machines, dans des nouveaux moyens de production grâce à leurs revenus. Donc, ils vont prendre une part de leurs revenus puis ils vont investir pour accumuler du capital, des machines et tout ça. Mais ils vont aussi accumuler ces machines-là, ces appareillages-là, en émettant des actions ou des obligations en bourse ou en empruntant auprès des banques et des institutions financières. Et lorsque la spéculation sur les marchés crée un décalage de plus en plus grand entre la valeur des actions et des obligations des entreprises d'une part et les revenus réels des entreprises d'autre part, ben on obtient une bulle spéculative, une bulle financière. Et bien souvent, la baisse des taux de profit dans la production matérielle, donc la production de biens et services, va venir en fait détourner les capitaux vers la spéculation et nourrir des bulles financières. Parce que les entreprises se disent, ben là, j'ai de moins en moins de possibilités de faire des profits dans la production matérielle, ben, je vais aller spéculer sur les marchés parce que je pense que je peux faire plus d'argent comme ça. Et donc, ce qu'on constate ici, c'est que la suraccumulation du capital productif va être amplifiée par celle du capital, ce que Marx appelait le capital fictif. Hein, les titres financiers, les actions, les obligations, c'est ce que Marx appelait du capital fictif. Et donc, dans la perspective marxiste, ici, on voit que les turbulences dans la sphère de la finance peuvent et doivent être rattachées aux turbulences qui ont lieu dans la sphère productive et matérielle. Il n'y a pas de séparation entre deux côtés, une économie matérielle réelle puis une économie financière. Les deux sont imbriqués dans leur logique et dans leur turbulence. Éventuellement, la suraccumulation de capital, comme je le disais, fait baisser les profits et on atteint un point où les profits baissent et où les investissements productifs vont chuter drastiquement.
et les entreprises les moins productives et les moins profitables vont commencer à faire faillite. Les spéculateurs tentent alors de se débarrasser des actions des entreprises dont les revenus sont en chute libre, et donc ça va faire dessouffler ou même éclater la bulle financière. Et les crises économiques, donc, ont tendance à apparaître le plus souvent d'abord par une chute des marchés boursiers. La crise économique qui débute alors lance un processus que l'économiste conservateur qui n'était pas marxiste qualifiait de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'une partie du capital qui a été accumulé est détruite de façon à ce qu'un nouveau cycle économique puisse débuter. C'est-à-dire que ce qui arrive à travers la crise et le processus de destruction créatrice qui est associé à la crise, c'est que les entreprises qui survivent vont pouvoir saisir les parts de marché des entreprises qui ont fait faillite. Donc, il y a un ménage, si vous voulez, qui se fait dans l'économie avec les entreprises qui font faillite. Les entreprises qui sont plus productives rachètent, vont aller chercher leur part de marché, mais vont aussi racheter une part des installations des entreprises qui ont fait faillite et vont se débarrasser des installations qui sont les plus désuètes, les moins productives. En parallèle, la crise va faire augmenter le chômage et les salaires, donc, vont baisser parce que les travailleurs il y a plus de chômage, il y a plus de compétition sur le marché du travail et ça va mécaniquement avoir tendance à baisser les salaires. Et donc, tout ça fait en sorte que la productivité du travail va augmenter parce qu'on a des machines les machines les plus désuètes ont été éliminées, les plus productives demeurent et les salaires aussi baissent. Et donc, la profitabilité des entreprises va commencer à augmenter et ça va donc stimuler les investissements et ça va enclencher un processus de reprise économique. Donc, cette perspective théorique marxiste que je viens de vous présenter, je pense que c'est la plus féconde pour comprendre les crises économiques sous le capitalisme. Et donc, c'est cette perspective que je vais utiliser pour passer maintenant à la partie historique et empirique de ma présentation. Donc, je passe au point 4, du boom d'après-guerre au boom néolibéral. Il y a eu des dizaines de récessions, plusieurs dizaines de récessions depuis les 150 dernières années dans l'histoire du capitalisme, mais il y a eu aussi 4 grandes périodes de dépression économique prolongée dans l'histoire du capitalisme. Il y en a eu une à la fin du 19e siècle, plus ou moins de 1873 au début des années 1890, donc une première grande dépression prolongée. Il y a eu une dépression, comme vous le savez probablement, qui a commencé en septembre 1929 et qui a duré pendant toutes les années 30, une crise économique d'une décennie, même un peu plus qu'une décennie, très, très profonde comme crise. Ça, c'est la deuxième. Ensuite de ça, il y en a eu une troisième au cours des années 1970. Et comme on va le voir, on est probablement entré depuis la grande récession de 2008-2009 dans une quatrième période de dépression prolongée parce que la croissance, on va le voir plus tard, depuis 10 ans est très, très faible. Mais pour comprendre ce qui se passe justement dans les dernières années, je commence avec la crise des années 70 qui va nous mener au néolibéralisme. Durant le boom économique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, durant le boom économique donc de 25 ans qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup ont cru, parce que la croissance était très dynamique, très forte, très rapide pendant 25 ans, quoiqu'il y a eu quelques petites récessions qui ont ponctué ça, mais pendant 25 ans, il y a eu un boom économique très, très important. Et beaucoup pensaient que les crises profondes et prolongées, c'était une chose du passé. Pourtant, les problèmes économiques sont revenus et, en fait, on a eu des problèmes de suraccumulation de capital et de baisse de profitabilité qui ont commencé à émerger d'abord aux États-Unis puis un peu partout dans le monde occidental et au Japon à partir de la fin des années 60 déjà. Et ça s'est amplifié dans les années 70 et ça s'est installé pour durer pendant une bonne décennie au cours des années 70. Ce qui est arrivé, c'est que la baisse de profitabilité qui a commencé de la fin des années 60 jusqu'au début des années 80, il y a une baisse de profitabilité, pour vous donner un exemple, juste aux États-Unis, d'environ 24 % selon l'économiste Michael Roberts pendant cette période-là.
Donc, la baisse de profitabilité qui a commencé a éventuellement entraîné une chute des investissements, des faillites d'entreprises, et ça a amené à une récession aux États-Unis et dans certains autres pays déjà en 1971. Puis, on a assisté ensuite de ça, quelques années plus tard, en 1974 et 1975, à la première récession mondiale depuis la crise des années 30. Donc là, clairement, on était dans une situation de baisse de profitabilité et de déclin de la croissance, ponctuée avec au moins 2 grandes récessions profondes à ce moment-là. Pendant cette période de marasme économique des années 70, donc, les gouvernements des différents pays ont réagi avec des politiques fiscales et monétaires de type keynésien. Au début des années 70, le président des États-Unis à l'époque, c'était Richard Nixon, qui a dit « On est tous keynésiens maintenant ». Et donc, les gouvernements, ils vont politique keynésienne pour réagir aux problèmes économiques des années 70. Ils vont contracter des déficits publics importants pour investir dans les économies. Les banques centrales vont aussi, avec leur politique monétaire, injecter des masses de liquidités monétaires massives, donc dans leurs économies, pour se substituer aux investissements privés et soutenir la demande globale. Donc, on est dans une perspective keynésienne ici. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. En fait, ça n'a pas fonctionné du tout parce que le résultat a été ce qu'on a appelé à l'époque la stagflation. Stagflation pour stagnation et inflation fusionnés ensemble, stagflation. Et donc, ce qu'on a vu, c'est l'inflation qui a fortement augmenté dans les années 70, mais les problèmes de suraccumulation ont persisté, se sont même amplifiés, les problèmes de baisse de profitabilité se sont amplifiés aussi, et donc, les profits, la croissance ont stagné, et en parallèle, on avait de l'inflation assez forte. Ce qui est arrivé, c'est que les politiques keynésiennes à l'époque ont en fait bloqué le processus de création destructrice des crises capitalistes et donc la relance. À l'époque, pour rétablir la profitabilité, ça a pris un tournant néolibéral. Du point de vue de la classe capitaliste, c'était ce qui était devenu nécessaire. Ça a eu un coût important pour les travailleurs et les travailleuses, pour la majorité de la population, mais du point de vue du capital, pour rétablir la profitabilité, il fallait le tournant néolibéral. Il s'agissait en fait à ce moment-là de rétablir la discipline du marché capitaliste, autant auprès des entreprises que des travailleurs et des travailleuses, pour rétablir la profitabilité et, suite à ça, rétablir la croissance. Et c'est Paul Volcker, le dirigeant, Paul Volcker, qui était le dirigeant de la Réserve fédérale, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, qui va venir jouer un rôle central à l'époque pour rétablir cette discipline des marchés capitalistes. À partir de 1978, Volcker va augmenter de façon spectaculaire les taux d'intérêt. Et c'est ce qu'on va appeler le Volcker Shock. Donc, Paul Volcker est à la tête de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale. C'est lui qui dirige la politique monétaire des États-Unis et donc qui fixe les taux d'intérêt, c'est-à-dire combien ça coûte pour emprunter de l'argent. C'est ça le taux d'intérêt, c'est ce qu'on appelle souvent le loyer de l'argent. Et donc, Paul Volcker va faire exploser les taux d'intérêt, c'est ce qu'on va appeler le Volcker Shock. Et ça va être ça, le Volcker Shock, le choc créé par Volcker dans l'économie, ça va être le point de départ du tournant néolibéral. Les taux d'intérêt de la Fed, la Réserve fédérale, vont plus que doubler. Ils vont passer d'un peu moins de 7 % en 1978 à plus de 14 % en 1982. Et les banques centrales des autres pays, des autres économies capitalistes avancées vont suivre l'initiative de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale américaine. Et donc, ce faisant, Volcker va atteindre l'objectif officiel qui s'était fixé, c'est-à-dire juguler la forte inflation, la hausse constante des prix, l'inflation, qui avait cours au cours des années 70, pendant les années 70. Mais l'objectif de Volcker, c'était aussi de faire le ménage dans l'économie, si vous voulez, en éliminant les entreprises qui étaient moins productives, les entreprises qui étaient moins profitables et qui étaient maintenues en vie, si vous voulez, artificiellement par les politiques keynésiennes des années 70. Et effectivement, la hausse soudaine des taux d'intérêt a fait, à l'époque, exploser donc le coût des emprunts, le loyer de l'argent, et ça a entraîné en fait, immédiatement, ça a entraîné une vague massive de faillites d'entreprises. Donc, c'est le processus de destruction créatrice des crises capitalistes qui est enclenché à ce moment-là. L'autre objectif relié à ça que Volcker avait,
c'était de casser les reins du mouvement syndical. Et là, je le cite, il l'a avoué, il le disait explicitement lui-même, il va le dire notamment dans un article du New York Times d'octobre 1979. Il dit, je le cite, « Il fallait réduire le niveau de vie des Américains. » Le Volcker Shock a plongé l'économie mondiale en récession. Hein? Pendant la grande récession qui va être causée par le Volcker Shock de 1980 à 1982, il y a plus de 2,5 millions d'emplois industriels qui vont être perdus aux États-Unis seulement. En plus donc d'une destruction massive du capital productif, l'explosion du taux de chômage dans les économies capitalistes avancées, donc la hausse des taux d'intérêt a fait exploser du jour au lendemain le taux de chômage qui a atteint des sommets dans la période d'après-guerre en 1980-82. Cette explosion du taux de chômage a mis un frein immédiatement à la hausse des salaires réels qui ont pratiquement stagné dans les économies capitalistes avancées jusqu'à aujourd'hui. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est que à partir de la fin des années 60 et pendant toutes les années 70, les travailleurs et travailleuses un peu partout dans les économies capitalistes avancées du monde occidental se sont lancés dans une vague de grève très, très importante. Je vais vous montrer un graphique qui le montre dans un instant. Cette vague de grève-là, elle avait pour but de résister aux baisses de salaire et à l'augmentation des cadences et de la productivité que les entreprises tentaient d'imposer aux travailleurs pour rétablir leurs profits qui avaient chuté à partir de la fin des années 60. L'explosion du chômage créée par le choc de Volcker a contribué en fait à une défaite massive des mouvements des travailleurs et des travailleuses au début des années 80. Parallèlement, il y a eu le Volcker Shock, hausse des taux d'intérêt, faillite d'entreprise, explosion du taux de chômage. Ça crée ça, le chômage, une discipline sur les travailleurs et les travailleuses qui deviennent moins combatifs parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Ils veulent maintenir leur emploi. Mais parallèlement, ce qu'on a vu à la fin des années 70 et au début des années 80, c'est que les gouvernements, un peu partout, se sont livrés à des attaques très agressives pour briser les mouvements de grève dont je viens de vous parler. Un des exemples emblématiques de ça, ça va être au début des années 80, le président Ronald Reagan qui va casser la grève des contrôleurs aériens aux États-Unis. Il y a des milliers de contrôleurs aériens partout sur le territoire américain qui sont mis en grève et Reagan va juste les mettre à pied et les remplacer par des contrôleurs aériens militaires pour casser la grève et envoyer un message clair que la fête est terminée. C'est game over. En Angleterre, il y a eu Margaret Thatcher qui a fait la même chose en brisant la grève des mineurs qui avait cours à l'époque. Au Québec, l'équivalent, ça a été la grève de la fonction publique de 1982-83 au Québec qui a été cassée par le gouvernement du Parti québécois, qui a été à l'époque d'une loi spéciale pour mettre fin à la grève et imposer des baisses salariales en fait dans la fonction publique. Donc, le résultat du Volcker Shock et des attaques contre les grèves et les luttes syndicales, ça a été d'abord une stagnation ou un déclin à partir du début des années 80 du taux de syndicalisation dans la plupart des économies capitalistes développées. Okay? Stagnation ou déclin du taux de syndicalisation, premièrement. Et deuxièmement, le deuxième phénomène qui a découlé de ça, ça a été un effondrement de l'activité de grève. Donc, je vais vous montrer ça ici. Vous pouvez voir sur le graphique qui est à l'écran, ça c'est pour les États-Unis, je vous en montrerai sur le Canada dans un instant. Mais donc, vous voyez, à la fin des années 60 et pendant les années 70, il y a une vague de grève importante. Et ça s'écroule à partir du début des années 80. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un aplatissement des grèves. Là, on a réussi à aplatir la courbe de la grève de façon assez efficace, merci. On a le même phénomène pour le Canada ici qu'on peut observer avec un aplatissement de la courbe de la grève au cours des années 80. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes notes ici. Donc, ça c'est un premier élément qui fait partie du tournant néolibéral.
L'explosion du taux d'intérêt sous Volcker va avoir aussi un autre effet très, très important. Ça va être la hausse massive des taux d'intérêt dans les années excusez-moi, voilà. Dans les années, donc au début des années 80, un autre effet, ça va être de créer une crise des dettes publiques dans les pays du Sud. Étant donné que les taux d'intérêt augmentent très, très rapidement, le paiement des intérêts sur les dettes par les pays du Sud va faire en sorte qu'on va entrer très rapidement au début des années 80 dans une crise des dettes publiques, donc dans le Sud global. Et ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que le FMI et la Banque mondiale vont intervenir et vont accepter une restructuration de la dette des pays du Sud, mais à condition qu'ils adoptent ces pays-là ce qu'on a appelé des programmes d'ajustement structurel, qui vont imposer notamment aux pays du Sud donc des privatisations d'entreprises publiques, des coupures dans les programmes sociaux, la libéralisation du marché du travail et la libéralisation de leur secteur bancaire et des marchés financiers. En plus de la libéralisation des marchés financiers dans ces pays-là, il va y avoir, au cours des années 80, une multitude d'accords commerciaux qui vont être signés donc à partir des années 80. Et tout ça, ça a permis donc une augmentation des investissements directs étrangers et le développement de nouvelles chaînes de valeur, de nouvelles chaînes de production à l'international, ce qu'on appelle la mondialisation, et donc de nouveaux pôles d'accumulation du capital. Hein? Donc les multinationales américaines, canadiennes, européennes, japonaises vont aller investir dans les maquilas d'Horace du nord du Mexique, en Europe de l'Est après la chute du bloc de l'Est, dans les années 90, vont aller investir en Asie de l'Est et surtout en Chine. Et donc, il y a de nouveaux pôles d'accumulation qui vont se développer. Et avec l'investissement donc, de ces capitaux américains, européens, japonais, dans tous ces pays du Sud global, ça à quoi on va assister, c'est des centaines de millions de paysans et paysannes qui vont quitter leur terre pour devenir des travailleurs et travailleuses salariés, souvent à faible ou à très faible salaire. Et ceci va contribuer à ralentir les hausses salariales aussi dans le pays du Nord avec les menaces de délocalisation d'entreprises qu'on laisse planer. Et donc, on a la mondialisation, on a une réorganisation mondiale, spatiale de la production. Mais en plus d'être transformé par une accélération de la mondialisation, sous le néolibéralisme, depuis les années 80, la production des biens et des services a aussi été transformée par l'usage des technologies numériques, c'est-à-dire l'usage de nouvelles technologies de l'information et des communications, hein, l'usage de la fibre optique, des ordinateurs, éventuellement des téléphones cellulaires, et en parallèle aussi l'accélération de la robotisation dans les usines. Les effets combinés de tout ça, ça va être... tout ça va se combiner à une réorganisation du travail qu'on va appeler souvent le toyotisme ou la production lean, hein, la lean production, dont vous avez peut-être entendu parler. La lean production et l'usage des nouvelles technologies, ça va accélérer beaucoup le travail et ça va accélérer la productivité. Juste pour illustrer cela, une ligne de montage automobile classique dans une usine de General Motors à la fin des années 50, cette ligne de montage automobile, elle était en mouvement 45 secondes par minute. Avec les nouvelles usines Lean de Toyota qui vont être construites notamment en Californie dans les années 90, donc dans la période néolibérale, les lignes de montage automobile vont être en fonction 57 secondes par minute. Donc, c'est pratiquement ininterrompu. Et donc, ce qu'on a ici, c'est une intensification du travail et l'usage de nouvelles technologies qui créent d'importants leur combinaison, donc de l'intensification du travail et de l'usage de nouvelles technologies, ça va créer des gains de productivité très, très importants au cours de la période néolibérale. Et donc, l'effet combiné de la stagnation des salaires, d'une part, et de la hausse de la productivité du travail, d'autre part, va avoir pour effet d'augmenter très, très rapidement la survaleur qui est créée par les travailleurs et travailleuses.
Autrement dit, ce à quoi on assiste au cours de la période néolibérale, c'est à une intensification du taux d'exploitation des travailleurs et des travailleuses qui a fortement contribué à la croissance des inégalités au cours donc des dernières décennies, au cours de la période néolibérale. Et je peux vous illustrer ça encore une fois avec les graphiques suivants. Et donc, ce qu'on constate ici, ça c'est dans le cas des États-Unis, c'est tiré du New York Times. Ce qu'on voit ici, c'est que pendant la période d'après-guerre, hein, de la deuxième moitié des années 40 jusqu'à la fin des années 70, ce que vous constatez à gauche donc, du graphique, c'est que la hausse salariale, la hausse de la productivité, qui est la courbe du dessus, et les hausses salariales vont au même rythme. Et à partir du tournant des années 80, ce qu'on constate, c'est que les deux courbes du dessous, c'est le salaire et la compensation totale, c'est-à-dire le salaire et les bénéfices sociaux, vont commencer à stagner à partir des années 80, alors que la productivité continue d'augmenter très, très rapidement. Okay? Et donc, c'est le phénomène dont je vous parle. Il y a des gains de productivité très, très importants qui sont développés, mais les salaires réels stagnent. Ça, c'est le cas des États-Unis, mais j'ai l'équivalent ici dans le cas donc québécois ici. Alors, ce qu'on constate dans le cas québécois aussi, c'est que là, le graphique que je vous montre, c'est pour la période d'après-guerre. La productivité et le salaire horaire, donc ce qui est compilé ici, ce sont les travailleurs et travailleuses qui sont payés de l'heure au Québec, donc une majorité des travailleurs et travailleuses. Les salaires et la productivité augmentent côte à côte. Mais à partir du début des années 80, on voit que la productivité du travail augmente beaucoup plus rapidement que les salaires réels. Donc, il y a une quasi-stagnation des salaires réels, alors qu'il y a des gains de productivité très, très importants. Donc, la productivité du travail, c'est notre capacité collective à créer de la richesse économique. Donc, il y a plus de richesse qui est créée, mais les salaires stagnent. Alors, on a une illustration ici. On a une illustration ici un peu comique du phénomène avec la productivité et le salaire qui sont en amour. Et puis là, la productivité se rend compte que le salaire a des problèmes de santé, n'arrive plus à suivre. Puis il dit, mon amour, qu'est-ce qui se passe? Le salaire dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, la productivité lui dit, non, attends, je veux que tu viennes avec moi. Le salaire lui dit, je t'aime. Mais bon, ce qu'on constate, c'est que leur histoire d'amour dans la période néolibérale n'était plus possible. Et donc, cette intensification, encore une fois, de l'exploitation des travailleurs et travailleuses qui est rendue par les graphiques que je viens de vous montrer, ça va avoir pour effet direct de rétablir la profitabilité des entreprises. Alors, le tableau que je vous montre, c'est pour les États-Unis, mais c'est similaire pour le Canada et pour l'Europe et le Japon. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un déclin à partir de la fin des années 60, comme je vous le disais, de la profitabilité et l'intensification de l'exploitation des travailleurs et des travailleuses va faire en sorte qu'il va y avoir une reprise de la profitabilité. Ça, c'est la ligne continue. La ligne pointillée, ce qu'elle montre, c'est ce qui serait passé si la tendance de la chute qui émergeait à partir de la fin des années 60 s'était poursuivie. Mais ça a été rétabli, donc, avec les mesures néolibérales que je vous ai décrites précédemment. La profitabilité a pu être rétablie. Et évidemment, tout ça a fait en sorte aussi que les inégalités socio-économiques ont explosé au cours de la période néolibérale. Mais la profitabilité, donc, a été rétablie et l'économie mondiale va pratiquement tripler de 1900. Donc, la production mondiale va pratiquement tripler de 1982 à 2007. Et ceci, donc, m'amène à mon cinquième point, de la grande récession de 2008-2009 à la crise actuelle. Les problèmes de suraccumulation à l'échelle mondiale ont refait surface à la fin des années 90. Alors, il y a eu une reprise économique pendant les années 80-90 sous le néolibéralisme, comme je viens de vous le dire, mais comme on l'a vu, sous le capitalisme, les périodes de boom économique préparent les conditions qui vont créer éventuellement une crise et un ralentissement économique. Donc, il y a eu boom dans les années 80-90, mais ça a mené à nouveau à des problèmes de suraccumulation et de déclin de la profitabilité et le déclin des taux de profit
est revenu à partir de la fin des années 90. Donc, il y a eu une baisse du taux de profit, notamment aux États-Unis, de 12% de 1997 à 2008. Et cette baisse de profitabilité va se manifester d'abord au sein de l'économie mondiale par une récession très importante en 1997 et 1998 dans les pays de l'Asie de l'Est, hein, au cœur du nouveau pôle le plus dynamique qui avait été créé, le pôle d'accumulation le plus dynamique qui avait été créé pendant la période néolibérale. D'abord, en Asie de l'Est, ça va migrer, cette récession-là, vers la Russie. Et quelques années plus tard, la récession va advenir aux États-Unis et dans certains pays du centre, avec l'éclatement de la bulle .com liée au développement des produits d'Internet, donc avec une récession en 2000-2001. La récession de 2000-2001, elle a été relativement modérée. Et en fait, à l'époque, une récession massive a pu être repoussée dans le temps, décalée jusqu'à 2007-2008, grâce à la politique monétaire des banques centrales qui ont drastiquement baissé leur taux d'intérêt. Cette baisse des taux d'intérêt a beaucoup facilité l'accès au crédit des ménages et des entreprises. Et cette baisse des taux d'intérêt et l'accès au crédit, combinée à la dérégulation de la finance et du secteur bancaire qui s'est accélérée à partir des années 80-90, ça a permis une croissance de 2001 à 2007 environ. Ça a permis une croissance qui était en fait propulsée par l'endettement des ménages et par une bulle immobilière aux États-Unis et dans certains pays européens, notamment en Espagne, en Irlande, donc de 2001 à 2006-2007. Au cœur du processus dont je vous parle, on retrouve essentiellement la pratique suivante. C'est-à-dire que les banques se sont mis à offrir des prêts hypothécaires à haut risque, ce qu'on a appelé donc en anglais les fameux subprimes. Donc, les banques se sont mis à offrir des subprimes, des taux hypothécaires à haut risque, à des ménages qui n'avaient pas réellement les moyens de se payer ces prêts hypothécaires-là, mais qui étaient heureux de pouvoir les obtenir pour accéder à la propriété dans un contexte où leur salaire réel, comme on l'a vu, avait stagné depuis plusieurs années. En fait, pendant la période néolibérale, les ménages, pendant toute la période néolibérale, un peu partout dans le monde occidental, les ménages ont compensé pour la stagnation de leur salaire réel en ayant recours à diverses formes de crédit, ce qui a fait exploser leur endettement. Et on peut le voir, ça encore une fois, avec le graphique suivant. Donc ça, c'est pour le cas américain, mais ça suit une courbe similaire, encore une fois, au Canada et dans plusieurs autres pays. Donc, ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a une augmentation de... ça, c'est le ratio de la dette des ménages par rapport aux revenus des ménages. Et ce qu'on voit, c'est que ça augmente dans les années 80, ça continue à augmenter dans les années 90 et ça augmente encore plus rapidement, en fait très rapidement, à partir du début des années 2000. Donc, l'endettement des ménages s'est accéléré. Au fur et à mesure, les salaires stagnés, on a commencé à compenser par un retour au crédit, carte de crédit, différentes formes de dette et prêts hypothécaires, comme je le disais. Et ce qu'on voit aussi dans le graphique suivant, c'est qu'il y a eu les coûts d'intérêt par rapport aux revenus des ménages ont commencé à augmenter aussi très, très rapidement. Dans les années 90, mais ça a explosé vraiment au début des années 2000 aussi. Donc, il y a de plus en plus de ménages pour qui ça coûtait de plus en plus cher, qui consacraient de plus en plus, toujours une plus grande partie de leurs revenus pour payer les taux d'intérêt sur leur dette. Évidemment, ça crée une situation explosive et à terme, il y a plusieurs ménages qui vont faire défaut sur leur dette et ça va créer la crise de 2007, 2008, 2009, dont je vais vous parler dans un instant. Mais il faut noter aussi, c'est pas assez dit ça, quand on parle de la crise de de la grande récession de 2008-2009, c'est que pendant la première moitié des années 2000, ce ne sont pas juste les ménages qui se sont endettés. En fait, les banques se sont beaucoup plus endettées pendant cette période-là. Et le ratio de la dette des institutions financières américaines, par exemple, par rapport au PIB des États-Unis, est passé de 25%
au début des années 80 à 121% en 2008. Donc, l'endettement des banques a explosé par rapport au PIB des États-Unis pendant la période néolibérale. De 2001 à 2006, les banques ont développé des titres financiers qu'on appelle en anglais des securities. En français, on parle de titrisation. En quoi ça consiste? Ben, il s'agit en fait de prendre différentes formes de dettes, des prêts hypothécaires, des dettes de carte de crédit, des dettes étudiantes, etc., qui ont des risques faibles à élevés. Hein, on prête à des gens, puis il y a des risques, hein, parce que des gens ont différents revenus, puis parfois c'est plus risqué de prêter à certains individus, certains ménages que d'autres, évidemment. Et donc, ce qu'on prend, on prend ces différentes formes de dettes qui ont des risques faibles, moyens, élevés, très élevés, puis on assemble ça, on fait un mix de tout ça dans un paquet financier, dans une security. Et donc, ce que les banques ont fait, c'est qu'elles ont émis des dettes, elles les ont assemblées dans des titres financiers, dans des securities, et ensuite elles s'en sont débarrassées et les ont revendues sur les marchés financiers. Et donc, si moi j'achetais une de ces securities, un de ces titres financiers, c'était à moi qu'était repayée la dette et les intérêts sur la dette, les différentes dettes qui étaient assemblées dans la security que j'avais achetée. Donc, tout comme les entreprises non financières, les banques, les entreprises financières sont en compétition. Et elles doivent, elles aussi, donc, maximiser leurs profits. Est-ce que ce qu'elles se sont mis à faire au début des années 2000, c'est qu'elles se sont mis à emprunter beaucoup d'argent entre elles pour émettre toujours plus de dettes, pour faire plus de profits en repartant ces différentes dettes-là qu'elles émettaient dans des titres financiers, dans des securities, puis ensuite de ça, pouf, elles s'en débarrassaient en les écoulant sur les marchés. Pour maximiser les profits, donc, les banques ont émis des dettes et des prêts hypothécaires toujours plus risqués et donc se sont mis à fabriquer des produits financiers de plus en plus toxiques. Et le pire dans tout ça, c'est que les dirigeants des banques ont été assez idiots pour acheter tous ces produits financiers toxiques. Et donc, les portefeuilles des banques et les marchés financiers ont été rapidement saturés avec tous ces produits financiers toxiques. Parallèlement à tout ça, les grandes entreprises ont aussi profité des taux d'intérêt des banques centrales qui demeuraient très, très bas pour pouvoir emprunter à très faible coût, donc elles empruntaient pour pouvoir verser des dividendes très généreux à leurs actionnaires, mais aussi pour racheter leurs propres actions afin de gonfler artificiellement la valeur de leurs actions et donc leurs profits. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'à partir du début des années 2000, on est clairement entré dans un mode de croissance économique très artificiel, c'est-à-dire boosté par l'endettement et la spéculation. Mais là, je veux ici insister sur un point qui, je pense, est très important. Il y a certains économistes hétérodoxes et ou keynésiens qui affirment que, en fait, les faibles taux d'intérêt, les faibles taux d'investissement dans l'économie dite réelle, les faibles taux d'investissement dans l'économie matérielle seraient liés découleraient du fait que les profits et les capitaux avaient été redirigés vers des investissements spéculatifs dans la sphère financière. Et donc, les problèmes économiques découleraient du fait qu'on va spéculer plutôt que d'investir dans la sphère productive. Mais en fait, dire ça, c'est prendre le problème à l'envers. Parce qu'en fait, c'est justement les problèmes de suraccumulation et les problèmes de trop faible profit dans la sphère de la production matérielle, et donc le manque de débouchés pour des investissements profitables dans la sphère de la production matérielle, c'est ce contexte-là dans la sphère de la production matérielle qui va expliquer le recours massif à la fabrication de dettes toxiques et à la spéculation financière par les entreprises donc industrielles et financières. Donc, il faut garder en tête ici que cette création d'hypothèques et de dettes toxiques qui s'accélèrent au cours des années 2000 et le rachat de leurs propres actions par les entreprises pour booster leurs actifs et la valeur de leurs actifs et booster leurs profits, c'est en fait une tentative par ces mêmes entreprises
de contourner les problèmes de suraccumulation et de faible profitabilité qui existaient dans l'économie. Tout ça, évidemment, n'a pas réglé les problèmes de faible profitabilité et de suraccumulation. Et en fait, ces problèmes-là se sont intensifiés avec le développement industriel explosif qu'a connu la Chine dans les années 2000, qui a intensifié donc la suraccumulation de capital et les problèmes de surcapacité de production. Et ce boom économique qu'a connu la Chine dans les années 2000, il était lui-même directement nourri par l'endettement des ménages et des consommateurs occidentaux au cours de la même période. Maintenant, à partir de 2006 et 2007, les profits des entreprises vont commencer à chuter encore une fois. Et les défauts de paiement des ménages sur leur hypothèque vont commencer à augmenter. Et donc, du même coup, la bulle immobilière va commencer à se dessouffler et même à éclater. Et donc, à ce moment-là, les banques qui étaient en possession d'une masse de titres financiers dont la valeur était en train de s'écrouler, c'était de la junk en bon québécois, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des faillites de diverses banques qui vont commencer dès l'année 2007. Puis, ça va être l'électrochoc avec la faillite de la grande banque d'investissement de Wall Street, Lehman Brothers, en septembre 2008. Et là, vraiment, on entre dans une crise financière absolument énorme. Et la Réserve fédérale américaine et les banques centrales et les gouvernements à travers le monde vont immédiatement déployer des plans de sauvetage massifs des institutions financières un peu partout dans le monde. Mais la crise financière s'est rapidement transformée en ce qui allait devenir la plus profonde récession mondiale depuis la crise et la dépression des années 30. C'est devenu donc la grande récession de 2008-2009. Et donc, j'en arrive aux dernières années, au contexte actuel. Il faut d'abord le dire très clairement, depuis 2009, il n'y a pas réellement eu de reprise économique. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une fois qu'on est sorti de la récession de 2009, une récession, c'est quand il y a pendant 2 trimestres de suite une décroissance du PIB. À un moment donné, en 2009, on est sorti de la zone négative du PIB. Le PIB a recommencé à croître. Mais pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de retour au rythme de croissance moyen qui avait cours avant la crise de 2008-2009. Et ça s'illustre encore une fois ici avec un graphique que je vais vous montrer. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la croissance moyenne qui est illustrée par la ligne foncée, la courbe foncée, trend. C'est la croissance moyenne de 1970 jusqu'à 2007. Et ce qu'on voit, c'est ce que la courbe rose ou violette aurait dû suivre si le rythme de croissance avait été retrouvé après la crise de 2009. Mais ce qu'on constate, c'est qu'à partir de 2009, il y a un décrochage du rythme de la croissance. Donc, il y a eu un retour de la croissance des PIB un peu partout, mais à un rythme beaucoup plus faible. Et ça, c'est la première fois que ça arrive encore une fois depuis la Grande Dépression des années 30. Donc, le rythme de la croissance s'est même ralenti parce qu'au sortir de la crise en 2009, vous pouvez même l'observer si je le laisse ici, en 2009, le rythme de la croissance était 9% plus bas que le rythme moyen d'avant la crise. Et à la fin de l'année 2019, donc il y a de ça quelques mois, le rythme de croissance de l'économie mondiale était 13% plus faible que la moyenne d'avant la crise. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est de savoir pourquoi on est dans une période où la croissance économique est si faible. La cause fondamentale, elle est liée au fait que, d'abord, il y a eu des plans de sauvetage massifs des entreprises financières et industrielles qui ont été déployés, comme je le disais, par les gouvernements pendant la récession de 2008-2009. Ensuite de ça, depuis 2009, les banques centrales un peu partout ont maintenu des taux d'intérêt extrêmement bas.
Et au cours de la dernière décennie aussi, donc depuis 2009, les banques centrales se sont prêtées à des programmes qu'on appelle en anglais de quantitative easing. En français, on appelle ça de l'assouplement quantitatif. C'est-à-dire que les banques centrales vont injecter des liquidités monétaires très, très importantes dans leurs économies en rachetant des masses énormes de quantités d'actions et d'obligations d'entreprises et d'obligations émises par les gouvernements. Okay? Mais l'effet combiné, donc, de ces trois éléments-là, le plan de sauvetage de 2008-2009, les taux d'intérêt très, très bas maintenus par les banques centrales et les programmes d'assouplement quantitatif et d'injection de liquidités monétaires massives dans les économies. Donc, l'effet combiné de tout ça, ça a été de bloquer le processus de destruction de capital qui aurait permis une forte hausse, un fort retour à la profitabilité et donc une reprise des investissements et de la croissance. Autrement dit, l'effet de tout ça a été de maintenir à flot un grand nombre d'entreprises qui, normalement, auraient dû ou devraient faire faillite. L'économiste Michael Roberts estime qu'il y a en Europe et aux États-Unis entre 10 et 20 d'entreprises zombies. Hein? Les entreprises zombies, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ont des revenus qui sont à peine suffisants, des profits qui sont à peine suffisants pour couvrir leurs coûts de fonctionnement et pour couvrir le paiement des intérêts sur leurs dettes. Et donc, ces entreprises-là, elles doivent toujours et constamment réemprunter de la nouvelle argent pour pouvoir payer leurs intérêts et continuer de fonctionner, mais ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, si vous voulez. Et donc, ça, c'est permis parce que les taux d'intérêt demeurent très bas et donc, elles ont toujours la possibilité d'aller réemprunter pour se maintenir à flot. David McNally estime que le nombre d'entreprises zombies aux États-Unis gravite probablement autour de 17%. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en tout cas, au cours des dernières années, les entreprises zombies ont continué d'augmenter. C'est particulièrement le cas pour les entreprises relativement plus petites, même si elles sont grandes. Et là, vous pouvez le voir aussi sur le graphique qui est à l'écran, où on voit donc les zombies walking dans l'économie. Donc, ce qu'on constate, la ligne rouge ici au sommet, ce sont les entreprises relativement plus petites, c'est-à-dire que c'est quand même des grandes entreprises qui ont 1 milliard au moins de capitalisation marchande. Et ce qu'on voit, c'est que le nombre de ces entreprises zombies a eu tendance à augmenter au cours des dernières années. Mais de façon générale, dans toutes les catégories, même vers les plus grandes entreprises, il y a eu une tendance à l'augmentation des entreprises qui sont de plus en plus endettées et qui doivent constamment emprunter pour pouvoir rester à flot. Donc, ce qu'on constate, c'est que, encore une fois, la destruction de capital qui serait nécessaire pour relancer la profitabilité et l'économie ne s'opère pas ici. La question à se poser maintenant, c'est pourquoi ne pas y aller d'un nouveau Volcker Shock pour rétablir la discipline et faire le ménage, comme ça a été le cas au début des années, à la fin des années 70 et au début des années 80, comme on l'a vu plus tôt dans la présentation? Je pense que la réponse à ça, pourquoi il n'y a pas eu de nouveau Volcker Shock au cours des dernières années, c'est parce que la crise économique aujourd'hui, elle serait absolument astronomique. Elle prendrait des proportions absolument astronomiques. Et donc, le coût social et le coût politique seraient beaucoup trop élevés, beaucoup trop difficiles à assumer pour les dirigeants politiques et pour la classe capitaliste. En fait, une des classes dominantes dans le monde qui craint le plus les conséquences sociales et politiques d'un effondrement économique profond et prolongé, c'est celle qui dirige la Chine. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement chinois a lancé des programmes d'infrastructure massifs dès la récession de 2008-2009. Donc, a injecté énormément d'argent pour construire des infrastructures massives, pour stimuler et booster son économie en 2009, pour éviter une récession qui serait violente et prolongée dans le temps. Et donc, ça a permis ça d'éviter effectivement une récession en Chine. Ça a permis aussi, by the way, de soutenir un certain niveau économique dans certaines économies du Sud qui exportent des ressources minières, pétrolières, etc., vers la Chine.
dans la première moitié des années 2010. Mais tout ça a eu aussi pour effet, en fait, d'intensifier les problèmes de suraccumulation dans plusieurs secteurs de l'économie mondiale. Okay? Parce que 2008-2009, encore une fois, n'a pas réussi à faire le ménage, à détruire assez de capitaux, mais la Chine est venue en rajouter une autre couche à partir de 2009. Donc, ça, je viens de le dire, ça a intensifié les problèmes de suraccumulation dans plusieurs secteurs de l'économie mondiale, au point où le gouvernement chinois s'est mis à le reconnaître lui-même et s'est mis à lever le pied de l'accélérateur économique à partir de 2015. Et depuis ce temps-là, les taux de croissance en Chine sont encore plus élevés que ce qu'on a en Europe et aux États-Unis et au Japon, mais ils ont décliné beaucoup par rapport à ce qui était le cas à la fin des années 90 et pendant les années 2000. Mais donc, avec tout ça, il reste que les problèmes de suraccumulation de capital et de faible profitabilité sont toujours avec nous et même plus que jamais. Pour vous donner une idée, en fait, on estime que la surcapacité mondiale de production d'acier, donc juste dans le secteur de la sidérurgie, les problèmes de surcapacité mondiale de production d'acier sont de l'ordre de 500 millions de tonnes. On est capable de se produire à l'échelle de l'économie mondiale 500 millions de tonnes d'acier de plus que la demande mondiale. Et à elles seules, les surcapacités de production de la Chine équivalent à l'ensemble de la production annuelle de toute la zone économique de l'Union européenne. Et la suraccumulation des capitaux, donc du capital, fait en sorte que les taux de profit des économies capitalistes, comme je le disais, demeurent bas. Et donc, il n'y a pas eu de reprise de ce côté-là non plus. Je vous le montre avec le graphique suivant qui a été réalisé par l'économiste Michael Roberts. Ce qu'on voit à droite du graphique, c'est pendant la longue dépression, donc, et au cours de la dernière décennie, il y a une baisse encore plus marquée, en fait, du taux de profitabilité. Et puisque les taux de profit demeurent faibles, ben ça fait en sorte nécessairement que les investissements productifs dans l'économie matérielle ont aussi été très faibles depuis 2009. Et du même coup, puisque les investissements demeurent très, très faibles, la productivité augmente à peu près pas. En fait, la productivité a quasiment fait du surface depuis 2009, au cours des 10 dernières années. On peut l'observer sur le graphique suivant. Donc ici, on a différents pays, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud et la France. Et ce qu'on constate, c'est que de 1990 jusqu'à la crise de la Grande Récession 2008-2009, il y a eu des gains de productivité. Mais depuis la crise de 2009, c'est quasiment stagnant. Donc, faible profitabilité, faible taux d'investissement et donc stagnation au niveau des gains de productivité très, très importante aussi. Par contre, pour ce qui est des investissements spéculatifs et des dividendes versés aux actionnaires, ça va très bien, merci. Hein? Étant donné que les taux d'intérêt demeurent très bas, ben, les dirigeants d'entreprises, depuis la récession 2008-2009, ont repris de plus belle leur pratique qui consiste à emprunter de l'argent pour racheter leurs propres actions, pour booster artificiellement leur valeur. Et donc, ça s'observe avec le graphique suivant. Donc, on voit que dans la première moitié des années 2000, on a eu beaucoup, ça c'est pour les 500 plus grandes entreprises privées aux États-Unis. Donc, elles ont massivement emprunté et se sont endettées pour racheter leurs propres actions. Et ça a repris de plus belle et ça s'est même intensifié au cours de la dernière décennie et au cours des dernières années. Parallèlement, les dividendes que les grandes entreprises versent à leurs actionnaires, dont les dirigeants de ces entreprises-là bénéficient beaucoup donc de ces versements de dividendes, ça aussi, ça va très bien, merci de demander. Et on le voit sur ce graphique-ci. Donc, ce sont les dividendes versés aux actionnaires, donc aux plus riches de nos sociétés, hein, qui possèdent la vaste majorité des actions d'entreprise. Et ce qu'on constate, c'est que ça s'est aussi très fortement accéléré au cours des dernières années. Et il faut aussi dire que les entreprises donc, achètent
et spéculent aussi en parallèle sur les obligations et les actions émises par d'autres entreprises. Et donc, comme elles cherchent toujours le meilleur rendement possible, elles achètent de plus en plus des titres financiers de plus en plus risqués parce que les titres financiers qui sont à haut risque ont aussi des rendements plus élevés et rapportent plus d'argent. Et donc, l'effet combiné du rachat des actions, de leurs propres actions par les entreprises, de la spéculation sur les actions et les obligations des autres entreprises qu'on va acheter pour faire des profits, et en plus de ça, de l'assouplissement quantitatif des banques centrales qui viennent racheter une partie des actions pour injecter des liquidités monétaires dans l'économie, ce qui a pour effet de booster encore plus la valeur des actions en bourse, ben, ça fait en sorte, comme on le voit sur ce graphique-ci, que les indices boursiers, au cours de la dernière décennie, ont explosé. Okay? Ça, c'est le SP500, donc c'est un des indices boursiers les plus importants là, dans le monde. Et on voit sa croissance très, très rapide. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a une bulle spéculative sur les marchés boursiers qui a continué constamment d'augmenter au cours de la dernière décennie. Donc, on a un détachement des valeurs marchandes sur les marchés boursiers, alors même que la croissance dans l'économie dite réelle, dans l'économie matérielle, poursuit son marasme au cours de la dernière décennie. Et le résultat, donc, de toute cette spéculation financière, c'est que le niveau d'endettement des entreprises atteint aujourd'hui des records. En fait, l'endettement d'à peu près tous les secteurs de l'économie s'est poursuivi et a continué d'augmenter depuis la grande récession 2009. Sauf celui du secteur bancaire qui a stagné, a été réduit très, très faiblement. Mais ce qu'on voit sur le graphique suivant, c'est le niveau d'endettement. Donc, à gauche, on a les corporations, les entreprises non financières, donc les entreprises industrielles qui produisent des biens et des services. On voit que leur pratique de s'endetter pour racheter leurs propres actions et spéculer sur les marchés financiers, ça fait en sorte que des années 90 aux années 2000, il y a eu une augmentation très marquée de l'endettement, mais ça s'est poursuivi au cours des 10 dernières années. L'endettement des gouvernements s'est aussi accéléré avec les plans de sauvetage et le ralentissement économique depuis 2009. Donc, on a un niveau d'endettement très élevé au niveau des gouvernements. Dans le secteur financier, la troisième catégorie, il y a eu, étant donné la destruction massive de capital fictif détenu par les banques en 2008-2009, un léger déclin, mais pas très fort, de l'endettement du système financier, du secteur bancaire, c'est-à-dire. Mais au niveau des ménages, il y a eu en fait une faible augmentation qui s'est poursuivie du côté de l'endettement des ménages. La spéculation frénétique et l'endettement des entreprises non financières depuis 2009 laissaient déjà planer une menace de crash boursier avant même la pandémie qu'on connaît aujourd'hui. Et la pandémie, elle a en fait entraîné un crash boursier massif au cours du mois de mars. Donc, quand la pandémie est arrivée, que les économies ont été confinées, il y a eu un crash boursier massif. La pandémie a aussi, donc, je viens de le dire, forcé la mise en pause des économies avec le confinement un peu partout. Et l'effet combiné de tout ça, ça a été une hausse massive des taux de chômage un peu partout, une explosion massive et spectaculaire du taux de chômage qui atteint des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis la dépression des années 30. Et j'ai des chiffres là-dessus, mais je pourrais revenir dans la période de questions. Là, j'achève dans un instant. Et on a eu aussi une chute spectaculaire du PIB un peu partout, au Québec, mais au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Japon et un peu partout. La situation en ce moment est aussi catastrophique dans les pays du Sud global. Depuis janvier, il y a au moins 96 milliards de dollars US qui ont fui, qui ont fui les économies dites émergentes. Il y a plus de 90 pays du Sud global qui ont demandé dans les derniers mois déjà des plans d'aide financière auprès du FMI et plus de 60 pays qui ont demandé des plans d'aide financière auprès de la Banque mondiale. Et donc, malgré tout ça, malgré l'écrasement massif de l'économie mondiale, malgré la crise économique massive dans laquelle on est plongé, les marchés boursiers ont connu une hausse spectaculaire au cours du mois d'avril qui a pratiquement complètement effacé la chute tout aussi spectaculaire qui avait eu lieu au cours du mois de mars. Pourquoi?
Mais d'abord parce que les banques ont encore une fois, les banques centrales ont encore une fois lancé dans les différents pays des programmes d'assouplissement quantitatif et ont injecté en fait des liquidités encore une fois dans les économies par l'entreprise absolument spectaculaire, d'achat d'actions et d'obligations auprès des entreprises industrielles et des gouvernements. La Banque du Canada, pour la première fois de son histoire, s'est lancée dans l'aventure de l'assouplissement quantitatif. Aussi, il faut le dire, au cours des dernières semaines. Et ces plans d'injection massive de liquidités par le rachat des actions des entreprises par les banques centrales, donc ces programmes d'assouplissement quantitatif, ils se calculent au moment où on se parle en milliers de milliards de dollars US. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est beaucoup plus massif que tout ce qui s'est passé au cours de la grande récession de 2008-2009 et tout ce qui s'est passé depuis au cours de la dernière décennie, comme on peut le voir aussi sur le graphique que je vous montre à l'instant. Okay? Donc, on voit ça, c'est l'assouplissement quantitatif, les différentes vagues qui ont cours au cours de la grande récession 2008-2009 à gauche du graphique. Il y a eu d'autres vagues depuis 2009 au cours de la dernière décennie. Et là, ce qu'on voit à droite du graphique, c'est ce qui se passe en ce moment. Les banques centrales sont en train d'injecter massivement des liquidités dans les économies un peu partout. Et donc ça fait en sorte que les cours boursiers sur les marchés des bourses ont augmenté très, très rapidement au cours du mois d'avril. L'autre cause de la reprise des marchés boursiers en avril, ça semble être lié à l'espoir qu'il va y avoir un déconfinement rapide des économies. Ça a déjà commencé, on le voit au Québec en ce moment, aux États-Unis aussi, et que ça va créer une reprise très, très rapide des économies en forme de V. Okay? Donc, il y a eu une chute drastique avec le confinement des économies, mais dès que les économies vont se remettre en marche, les investisseurs espèrent que ça va repartir de plus belle très, très rapidement. Dans les faits, il me semble qu'une reprise économique en forme de V est très peu probable, étant donné le marasme de l'économie, comme je vous le disais, avant même l'arrivée de la pandémie. La reprise va probablement plutôt se faire et s'étaler sur plusieurs années, donc ça va probablement plutôt faire une forme de signe des chaussures Nike, si vous voulez, avec une chute drastique comme ça, puis une reprise prolongée qui s'étire tranquillement sur plusieurs années. Mais en fait, on ne peut pas vraiment prédire ce qui va se passer en termes de reprise économique. On va voir. Ce qui semble assez certain, par contre, c'est que les plans de sauvetage massifs dont je viens de vous parler vont encore une fois bloquer la destruction de capital qui permettrait une reprise de la profitabilité et un retour à un rythme rapide de croissance qu'on n'a pas vu depuis, en fait, plusieurs années, même quelques décennies. Et donc, j'en arrive à mon dernier point, je conclue rapidement, mon 6e point. Quelles conclusions stratégiques on peut tirer de tout ça donc, pour essayer d'alimenter la conversation avec vous? Très rapidement sur les conclusions stratégiques. Donc, comme je le disais, avant même l'arrivée de la pandémie et depuis au moins la grande récession de 2008-2009, le capitalisme est à bout de souffle. Il y a une dizaine d'années, en 2009, QS publiait un manifeste dont le titre était « Pour sortir de la crise, dépasser le capitalisme », point d'interrogation. Donc, QS posait la question, pour sortir de la crise économique de 2008-2009, est-ce qu'il faut dépasser le capitalisme? Et je pense qu'un peu plus de 10 ans plus tard, plus que jamais, en fait, on peut répondre par l'affirmative à cette question-là. Ou en tout cas, il faut se la poser, cette question-là. Est-ce qu'il faut dépasser et repenser notre économie au-delà du capitalisme? Depuis plus de 10 ans, l'économie mondiale se trouve dans un contexte de faible profitabilité, faibles investissements, faible productivité, spéculation financière frénétique, croissance et explosion des inégalités et faible croissance économique. Les crises économiques, donc, rendent souvent plus difficile la mobilisation et la lutte collective. Quand on est plongé dans une crise économique, on a peur de perdre sa job et donc, c'est difficile parfois de se mobiliser. En même temps, ce qui se passe en ce moment avec la récession absolument massive dans laquelle on est plongé, c'est que la pandémie actuelle a fait ressortir tout l'esprit mortifère du capitalisme, étant à faire émerger des brèches importantes dans la légitimité du système économique capitaliste.
Je pense donc qu'il faut, dans un premier temps, face à tout ça, s'assurer que les capitalistes, les grandes entreprises les plus riches vont payer pour la crise et non pas les travailleurs et les travailleuses. C'est-à-dire que les déficits publics qui sont en train de s'engranger, de s'accumuler en ce moment, on va devoir payer pour ça, non pas en faisant payer les travailleurs et les travailleuses, mais en faisant augmenter substantiellement les impôts des plus riches et des entreprises. Il faut aussi pérenniser, je pense, de toute urgence, et même accélérer et étendre les hausses salariales qui ont été consenties pendant la pandémie. Il faut aussi, dès maintenant, annuler et demander haut et fort l'annulation des dettes des pays du Sud global. Il faut aussi dire qu'une simple politique de répartition des richesses ne va pas régler les problèmes fondamentaux de l'économie capitaliste qui est à bout de souffle. Les problèmes économiques actuels, ils trouvent leur source et la source des inégalités grandissantes auxquelles on est confronté, ils découlent directement de la logique du capitalisme et de son ADN à ce système-là. Il faut donc réfléchir ensemble à lancer des programmes de transition économique et écologique qui s'attaquent directement à la source des multiples crises économiques, écologiques et sanitaires qu'on vit en ce moment. Il faut s'attaquer donc au pouvoir du capital. Il faut s'attaquer et oser remettre en question les droits de propriété du capital et l'organisation de l'économie par la compétition sur le marché. Il faut démarchandiser un nombre croissant de secteurs de l'économie. Il faut socialiser de toute urgence et démocratiser, par exemple, des secteurs comme celui des CHSLD et des résidences privées des personnes âgées. Il faudrait aussi convertir certains secteurs industriels pour lancer un plan ambitieux de transition écologique. Il faut aussi de toute urgence, je pense, socialiser et démocratiser le secteur bancaire et financier. Bref, il faut penser dès maintenant à la façon dont on va pouvoir sortir d'une économie capitaliste qui est à bout de souffle, qui détruit la planète et qui nous rend malades. Merci, je vais m'arrêter là.